Après une année 1985 extraordinaire pour Sylvester Stallone, tout d'abord avec le succès Rambo 2 et ensuite dès l'été suivant avec Rocky 4, la deuxième moitié des années 80 va être autant florissante pour l'acteur et dès 1986, on le retrouve à travailler pour un tout nouveau studio, le studio La Canone. Pour faire vite fait un historique pour les plus jeunes, La Canone était un studio qui produisait des petits films d'exploitation extrêmement efficaces. Et l'idée de base pour les cousins de La Canone, c'était à la fois de récupérer des acteurs confirmés des années 60 et 70 et des jeunes loups des années 80. Par exemple, dans les acteurs confirmés, on pouvait retrouver Charles Bronson qui a tourné jusqu'à 9 films pour La Canone, dont les suites des Justiciers. On pouvait aussi retrouver Chuck Norris, même si Chuck Norris était plutôt un acteur des années 70, il était totalement à l'aise avec La Canone. On pouvait retrouver aussi d'autres acteurs qualifiés comme Lee Van Cleef qui a tourné 2-3 films pour La Canone et aussi Richard Chamberlain pour les Alain Quatermain. Et chez les jeunes loups, on retrouve bien sûr Jean-Claude Van Damme avec Blue Sport, et puis Cyborg et Michael Dudikoff qui était un ancien mannequin qui est devenu acteur, qui nous a délivré des petits films plutôt sympathiques de ninja, les American Ninja par exemple, qui étaient des films plutôt sympathiques avec cet acteur promu à une grande carrière. Mais on pouvait retrouver aussi Dolph Lundgren aussi dans Les Maîtres de l'Univers et dans Le Scorpion Rouge, donc des acteurs comme ça à la fois qualifiés de légende et des jeunes loups qui étaient promis à de grandes carrières. Et La Canone était très douée pour nous dénicher des petits films de vidéoclub, des petits films d'exploitation. Certes, c'était des petits roublards qui nous gratifient comme ça de films très peu explicatifs, mais très efficaces sur les scénarios et les intrigues. Et bien sûr, Sylvester Stallone devait passer par ce studio. Donc en 1986, Stallone va nous réaliser un tout premier film chez La Canone, Cobra. Et Cobra est une sorte de film d'action à la Stallone, je dirais, avec une grosse signature. Alors c'est un sous-inspecteur Harry, mais avec des punchlines, des gunfights et des scènes d'action à couper le souffle. Et bien sûr, la musique, pas extrêmement symphonique, mais tous avec des chansons pop extrêmement accrocheurs, qui a marqué MTV. Et Stallone est totalement charismatique dans ce film. Il cabotine énormément dans ce rôle de flic hyper taciturne. Bien sûr, il copie bien sûr le grand Clint Eastwood, mais pour un charme certain. Le Cobra de 86. Ensuite, en 1987, on le retrouve toujours pour La Canone avec un film saupoudré de sport, une sorte de relecture de Rocky avec Over the Top. Un vrai petit joyau de série B, de film d'exploitation. Alors, on est dans Rocky, effectivement. On est dans un scénario où un homme, un routier, va essayer de récupérer la garde de son fils. Il va se battre pour avoir un lien avec ce fils, récupérer sa garde auprès d'un grand-père assez taciturne comme ça et machiavélique. Et c'est bien sûr saupoudré de sport parce que ce routier fait des concours de bras de fer. Donc voilà, c'est à la fois une relecture de Rocky et en même temps un road movie extrêmement efficace. The world meets nobody halfway. If you want it, Mike, you gotta take it. Et Stallone est toujours aussi charismatique. On est dans ces années où Stallone avait le big melon. C'était la star de ses propres films. Il vampirisait carrément tous les films où il apparaissait et c'était un pur produit
de la Canon. Et ensuite, en 1988, parce que Stallone fait un film par an, il va tourner enfin le 3e Rambo. Pour qui vous prenez cet homme? Alors, Rambo 3 n'est peut-être pas à la mesure de Rambo 2, en tout cas dans l'efficacité du film, mais cette fois-ci, dans cette 3e aventure de notre GI parti au Vietnam, on est dans un pur film d'aventure, avec de grands plans larges filmés. On a l'impression d'être dans Lawrence d'Arabie, par exemple, dans un film d'aventure de ce style, même si on garde bien sûr la signature Rambo dans le cinéma d'action. À ton allure, on voit que tu n'as pas l'expérience de la guerre. Je vais vider quelques chargeurs. Mais on est plus dans des scènes d'aventure vraiment héroïques, et le film est très très bien tourné, d'ailleurs. Stallone va, d'après la légende, même tourner certaines séquences tellement pensées par lui que le réalisateur va même passer à la trappe. Mais en tout cas, ce Rambo 3 est d'une efficacité redoutable, à la fois sur l'action que sur les scènes d'aventure. En tout cas, un Rambo 3 que je vous conseille de découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, en 1989, on le retrouve avec un film de prison haute sécurité. Bienvenue à Ghetto, Léon. Nous t'attendions. De nouveau, un film de prison à la sauce Stallone, avec un scénario extrêmement bien écrite, avec énormément d'émotions dans ce film. Pour une fois que Stallone nous délivre, peut-être la première fois dans sa carrière, des scènes émotionnelles, en dehors de, bien sûr des films de Rocky, mais cette fois-ci, il est dans un registre extrêmement efficace. Emmenez-le. Non, vous vous trompez de mec. On doit te transférer. Mais pourquoi j'ai rien fait? Avec, au sein de ce film, un casting quand même 4 étoiles. On retrouve Donald Sutherland dans un rôle de directeur sadique, comme ça, qui va en faire suer Sylvester Stallone. Stallone qui va essayer de s'évader. Et puis, voilà, c'est une efficacité. C'était un film de studio extrêmement efficace. Je le reconseille, haute sécurité. Et ensuite, pour finir, en 1990, l'année de Rocky V, il va faire Tango et Cash. Mais ils vont devoir travailler ensemble, même si ça les tue. Tango et Cash. Alors, c'est un body movie avec un casting 4 étoiles. Bien sûr, Stallone, mais on retrouve Kurt Russell. Et c'est un film que j'apprécie moyennement. C'est certes un body movie de film d'action, mais extrêmement comique. Donc l'humour dans ce film fait retomber la pression et l'action. Moi, je trouve que ça désamorce un petit peu la situation, mais Tango et Cash est quand même tout de même un film plutôt efficace qui a eu ses galons de star au fur et à mesure des années. 5 ans se sont écoulés depuis le phénomène Rocky IV. Et pour Sylvester Stallone, la deuxième moitié des années 80 était plutôt florissante au niveau du box-office. Mais malgré ça, Sylvester Stallone revient à la saga Rocky en 1990 avec, on va pas se mentir, l'épisode le plus faible de la saga Rocky V. My ring's outside. Yeah, let's do it. Alors, Rocky V est le premier grand bémol de la saga. Tout simplement parce que ce film a été pensé pour être une redite, plus ou moins, du premier Rocky et du deuxième, en revenant à la source. Alors, on laisse le côté clinquant et tape à l'œil et du cinéma d'action de Rocky IV pour revenir à quelque chose de beaucoup plus humain. Been down before. I'll get it all back. His heart. I gotta fight, okay? I got problems, I gotta fight. Au début du film, on retrouve Rocky, si on doit faire le petit pitch, Rocky qui revient aux États-Unis après son combat contre Ivan Drago. Il s'aperçoit très rapidement qu'il est ruiné à cause d'un mauvais placement fait par Paulie. Il s'aperçoit aussi qu'il a des problèmes de santé, il est obligé de prendre sa retraite et il va faire la connaissance d'un nouveau poulain où il va croire à la renaissance à travers ce personnage. Alors bien sûr, ça va apporter des nouvelles difficultés à Rocky dans sa vie. En même temps, il y a des promoteurs qui essayent de le faire revenir
sur le devant de la scène, pour le faire recombattre. Et toutes ces intrigues vont être véhiculées dans un scénario relativement faible. Got my place in the old neighborhood. His title is in the hands of a new champion. Alors au niveau de la réalisation, c'est toujours John Davidson qui revient derrière la caméra. Alors John Davidson est un très bon faiseur, je dirais qu'il nous délivre une réalisation plutôt calibrée. Au niveau de la photographie, alors on est plutôt à la fin des années 80, au début des années 90, et ça se ressent. Le cinéma avait évolué avec le temps. Mais pour Rocky, ça peut poser un petit peu problème, même si surtout l'idée de base était de récupérer l'état d'esprit du tout premier Rocky. For you to make money for him to be disabled? Sauf que le premier Rocky, on était dans les années 70 et toutes les difficultés de cette décennie. La dépression et le chômage. Là, c'est exactement pas le cas pour Rocky, parce qu'au début du film, il est encore assez bien installé au niveau social, il a encore de l'argent, même si on essaye assez lourdement dans cette histoire de te faire croire qu'il est... qui redevient pauvre, qui perd toute sa fortune. Bon, ça, c'est un petit peu exagéré dans le scénario. Mais... The continuous violent blows to the head. The effects are irreversible. The crowds. Et c'est pas seulement que les seules difficultés de ce scénario, il y en a énormément d'ailleurs. On compte même pas les désagréments au niveau de l'intrigue et de l'histoire. Il y a aussi des personnages qui sont un petit peu tous grotesques. Alors, Sylvester Stallone est beaucoup moins impliqué dans ce scénario de Rocky V que sur les autres Rocky. D'ailleurs, l'idée de base était même de faire mourir le personnage à la fin. Mais vous avez bien compris que ce Rocky V, qui essaye de singer les deux premiers Rocky, sans y parvenir totalement, parce que même si le côté humain, social revient dans le scénario, tout est bancal, que ce soit de la réalisation, de la photographie et même du casting. Stallone est quand même parfait, il connaît le personnage du bout en bout. But he's no Rocky Balboa. Controlled by an unscrupulous. Sauf que là c'est radical, on passe d'un Rocky IV extrêmement galvanisant et percutant à un Rocky trop caricatural dans son intrigue et dans son côté social, trop brut en tout cas de dégringolade du personnage. En tout cas un Rocky V à mettre en second plan, malheureusement, dans la saga. Après un Rocky V en dents de scie avec des problèmes multiples, que ce soit la réalisation, la photographie et même la musique plutôt douteuse, la décennie des années 90 se passera plus ou moins bien pour Sylvester Stallone. Tout d'abord, en début de décennie, est plutôt prometteur. On le retrouve dès 93 dans un excellent film catastrophe d'aventure, Cliffhanger, où Stallone est juste impérial. L'année suivante, en 94, on le retrouve dans Demolition Man. Deux ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur Demolition Man. Un film de science-fiction d'anticipation. Alors, au fur et à mesure des années, c'est un film que je désavoue. Tout simplement parce qu'au départ, je le trouvais très efficace avec un message fort. Et de plus en plus, je trouve que l'humour vient désamorcer l'action. En tout cas, c'est un film qui est devenu culte, même auprès de la nouvelle génération. Ensuite, il va se prêter à la comédie. Là où Schwarzenegger était plutôt doué dans des petites comédies et que ça lui allait plutôt bien, Sylvester Stallone, lui, il est totalement à la ramasse. D'ailleurs, il acceptait des contrats en concurrence directe avec Schwarzenegger. Ensuite arrive la fin des années 90, il va tourner dans des films plutôt sympathiques, des polars et des films d'action. Par exemple, de tête, je peux vous citer l'excellent Expert, qui était un film d'action assez burné avec un petit côté érotique avec Sharon Stone. Alors c'est un film plutôt sympathique. Ensuite, il va tourner dans Assassin. Sylvester Stallone, Assassin. Avec Antonio Banderas,
où Richard Donner était à la réalisation. Et c'est un film plutôt agréable à suivre. Une sorte de polar sombre, un petit peu à l'italienne comme ça, avec un duo qui s'en renvoie parfaitement la balle. Ensuite, la fin des années 90 sera terrible pour Stallone. Et même au début des années 2000, un gros trou d'air pour l'acteur, une multitude de petits projets annexes comme Get Carter ou encore Drive-In, pour finir sur Taxi 3, des apparitions, et le grand retour va se faire enfin en 2006. 2006, l'année du retour en grâce pour Sylvester Stallone, après des années d'errance et de maltraitance de la part d'Hollywood. Sort Rocky Balboa, un petit film d'exploitation, une petite série B produite par Dimension Film, même si la MGM n'est pas loin derrière. Et je peux vous dire une chose, toutes les étoiles sont alignées. On retrouve de nouveau Sylvester Stallone derrière la caméra qui nous délivre une réalisation très humaine et sociale avec une photographie plutôt numérique qui allait parfaitement avec les années 2000. Il fallait bien moderniser la photographie. Off in the basement. What basement? In here. I think I want to fight. You know, nothing big, small. Et on retrouve tous nos héros dans ce film quasiment. On retrouve bien sûr Paulie qui a une grande place dans l'histoire. On retrouve aussi l'entraîneur de Rocky. On a le fantôme d'Adrienne qui saupoudre le film. Et ce film est une petite merveille d'écriture. Déjà, les dialogues fonctionnent très très bien. Une très belle écriture de Stallone, aussi bien sur le scénario que sur le script. That computer fight got a lot of people curious. Yeah, but I ain't interested in getting like mangled and embarrassed. Les scènes dramatiques sont extrêmement touchantes pour enfin arriver sur un combat final, parce que Rocky remonte sur le ring dans ce dernier épisode comparé à Rocky V où Rocky faisait un combat dans la rue, comme ça c'était plutôt un combat urbain comme contre Tommy Gunn qui était plutôt artificiel mais qui se mariait avec le film. Et là de nouveau c'est un Rocky qui remonte sur le ring, tout simplement parce que l'histoire se prête. Dans ce film, le message est simple, c'est croire de nouveau à son étoile malgré les circonstances. If this is something that you gotta do, then you do it. Fighters fight. Malgré une multitude de personnages qui n'arrêtent pas de répéter à Rocky qu'il est trop vieux pour remonter sur le ring, que ça soit Paulie ou que ça soit son fils, tout l'environnement de Rocky lui déconseille de remonter et de croire de nouveau à son étoile. Voilà, c'est ça la dimension sociale et humaine de ce tout dernier Rocky. Alors, le pitch, c'est simple, on retrouve notre boxeur bien des années plus tard, il est devenu patron d'un petit restaurant, il vit une vie plutôt paisible avec Paulie, qui va même partir en retraite, et un jour un promoteur va essayer de le faire remonter sur le ring pour un match d'exhibition de deux légendes, Rocky Balboa, ancien champion poids lourd, et un jeune boxeur vainqueur, enfin le champion du monde actuel poids lourd. Voilà l'histoire grosso modo de Rocky Balboa, et ça fonctionne sur tous les plans. Voilà, les acteurs sont plutôt impeccables, la chorégraphie du combat final est extrêmement réussie. D'ailleurs, Stallone a profité d'un vrai combat de boxe à Las Vegas. Le public se prête et joue le jeu et salue Rocky à la fin. D'ailleurs, il y a même une petite, ça nous apporte une petite larme à la fin, parce que Stallone ne s'attendait pas à un public aussi novateur, enfin aussi imprégné de Rocky Balboa, et un vrai hymne au personnage. You don't have it. You've got calcium deposits on most of your joints, so sparring is out. I had that problem. Et même Bill Conti est de nouveau à la composition, même si la symphonie n'est pas à la hauteur, bien sûr, des autres Rocky, mais Bill Conti quand même nous délivre comme ça
nos thèmes préférés avec maestria tout de même. Donc un dernier épisode qui conclut cette saga historique avec un bon point. Sylvester Stallone l'a fait avec le cœur et ça se ressent énormément. Rocky Balboa, bien sûr, un film que je vous conseille, bien sûr, de redécouvrir. Et bien sûr, l'aventure ne s'arrête pas là, parce que Stallone va continuer avec la saga des Creed, mais ça, c'est pour une autre histoire, bien sûr. Ben voilà les amis, je viens de vous parcourir cette grande saga qui a rendu Sylvester Stallone une star planétaire, une saga qui va encore chérir plusieurs générations de cinéphiles et surtout la nôtre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouveaux grands classiques. Bye. Au revoir les amis.